C'est parti pour cette session d'information présentée exceptionnellement sous ce format. Nous reviendrons entre autres sur cet accident de circulation advenu à hauteur de l'hôtel Elonda à Kitele, sur cette série d'arrestations à Pointe-Noire, Brazzaville et Dolisie, et puis dans les états-majors de certains candidats à la présidentielle de mars prochain. On observe déjà un engouement palpable, nous dira Giscard Maoungou. Pendant ce temps, l'UDH, de Guy Brice Parfait Kolela, a conclu un accord de gouvernement avec le RDD. Comme c'est la coutume les dimanches, nous retrouverons l'éditorialiste maison William Mouko Zinik dans la rubrique Les 4 vérités. Enfin, rappelant le rendez-vous avec la presse écrite, ce sera bien évidemment après ce 24/7 dans une présentation des Tika Sumba. Bienvenue à tous. D'abord, cette information, 17 présumés bandits arrêtés par les services de police ont été présentés à la presse lundi dernier. Retour des faits dans ce récit de Vincent de Paul Koubemba. 17 malfrats, dont 3 filles, appartenant à 3 gangs, Vibration Sexy, Force Vibration et Force Attaque, ont été interpellés dimanche par le groupe de répression de banditisme JAB en sigle. Ce lundi, la Direction générale de la police, qui s'est saisie de la situation, et a jugé bon de les présenter au public. Le directeur départemental de la police sur les raisons de leur interpellation. Aujourd'hui, Brazzaville est secoué par une vague de résurgence du phénomène bébé noir qui s'exprime à travers l'exhibition des armes blanches par cette pègre. Et aujourd'hui, nous vous présentons au moins 17 d'entre eux qui ont été interpellés par la police suite à une agression d'une femme au niveau de Mikalou. Ces malfrats du bébé noir ont intercepté une dame et empoché sa somme de 61 000 francs. Par la suite, ils se sont réfugiés dans divers endroits où le commandant de la JRB, Roméal Manounou, les a dénichés. Non, quand il y a eu l'agression de la pauvre dame, on a pu mettre la main sur un d'eux avec le renseignement, et à travers celui qu'on a arrêté, on a remonté le filon jusqu'à arrêter tout ce monde que vous voyez là. Il y a des gens qui ont été arrêtés à Kisundi, d'autres à Poto, d'autres à Talangaï. Mais je tiens ici à relever que vous avez devant vous des enfants. Vous avez 3 filles qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans. Ce sont des enfants qui sont supposés être encore sous le toit des parents. Mais d'où vient-il que les parents ne savent même pas où se trouvent ces filles? Voyez comment elles portent les tatouages. Ça veut dire qu'il y a une démission des parents. Curieusement, tout le monde s'en plaint. Tout le monde se plaint du phénomène bébé noir. Mais en amont, nous parents, qu'est-ce que nous faisons? Ce n'est pas un problème de la police. C'est un problème transversal qu'il faut trouver des solutions ensemble. Mais la première solution, c'est l'encadrement des enfants par les parents. C'est pour la énième fois que la police réalise un tel exploit. Une fois interpellés, ces derniers se retrouvent encore dans la rue après quelques semaines. Dans le procès pénal, la police occupe la première étape, c'est-à-dire l'enquête. Nous procédons à l'interpellation et nous élaborons la procédure judiciaire et nous transmettons les délinquants devant le procureur. Nous sommes dans un pays de droit. La police et la justice, chacun joue sa partition. Nous sommes l'organe d'enquête. Lorsque nous avons constaté, rassemblé les preuves, interpellé les auteurs, nous les mettons à la disposition de la justice. Le reste, c'est la justice qui fait son travail. Et si, par malheur, les délinquants sont dehors, il faut poser la question au parquet. Ce n'est pas la police. Ces bandits opèrent à l'aide des armes blanches, machettes et scies. Pour être efficaces, ils consomment le cannabis et les tramadol. Février 2021 n'a pas pu avoir lieu. Les apprenants qui s'opposent à reprendre cette évaluation ont dit publiquement leur refus. David Martial Moussa et Patrick Nyé étaient sur place. Pas de reprise de session à l'école nationale moyenne d'administration. Les apprenants ont unanimement décidé de boycotter cette évaluation.
Ces derniers s'insurgent contre une décision émanant du cabinet annulant les épreuves organisées du 19 janvier au 5 février dernier. À en croire ses apprenants en colère, cette décision du cabinet reprocherait la session d'être entachée de fraude et de corruption. Les pourparlers engagés entre la direction de l'établissement, les chefs de classe et les chefs de syndicats sont restés lettres mortes. Voilà qui aiguise leur colère et décide de vider les salles de classe. Le calendrier qui est affiché, ça ne nous arrange pas. Ça, c'est d'abord premièrement. Deuxièmement, ils ne peuvent pas, que ce soit le cabinet, que ce soit la direction de l'ENMA, ils ne peuvent pas nous imposer de faire ce que nous avons eu à faire. Parce que nous avons beaucoup dépensé. Nous avons fait 3 semaines de session. Nous avons des confrères qui quittent Simidjouen, Dangalingolo, Académie. Moi, sur l'Académie. Nous sommes venus pour répondre le cours. S'ils veulent nous coincer, qu'ils attendent le semestre 2 qui est là pour peut-être nous mettre toutes les dispositions. Parce que quand nous avons composé, nous avons eu les experts de l'enseignement technique qui étaient venus superviser les examens à l'ENMA. Mais quelle est maintenant la cause que le ministre et son cabinet prennent une décision d'annuler sa session? Cette situation, disons-le, concerne les étudiants de la première année, toute option confondue. Au moment où nous diffusons cet élément, des pourparlers sont engagés entre la direction de l'École nationale moyenne d'administration et le ministère pour trouver une issue à cette situation. Affaire donc à suivre. Les travaux de réhabilitation du marché Soukissa dans le 5e arrondissement Wenze qui s'exécutent dans le cadre du projet d'Urcab avancent comme prévu. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour livrer l'ouvrage dans les délais. Le constat a été fait lundi dernier par Irma Oko Zini. Exécuté par la société Erico, une société qui œuvre dans les travaux de bâtiments et génie civil, les travaux du marché domanial de Soukissa, un quartier du 5e arrondissement Wenze, avancent à pas de géant. Ici, malgré les difficultés liées aux intempéries, les ouvriers sont à pied d'œuvre et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ce dans l'intérêt de livrer l'ouvrage qui est presque arrivé à hauteur de 90% d'exécution d'ici mars prochain. Actuellement, nous avons fini les 2 bâtiments, le bâtiment boutique qui est là-bas et le bâtiment administratif. Donc nous avons fini également les toilettes publiques. Vous allez voir, tout le système d'assainissement est connecté. Nous avons entamé également les caniveaux qui sont tout autour du projet. Et les étalages, là où les vendeuses vont exercer leur métier, on a fini. Il ne reste que ces 2 étalages-là. Par rapport au délai, au mois de mars, je crois que si vous revenez encore ici, nous aurons fini déjà les travaux. Par la même occasion, le directeur des opérations de la société Erico lance un appel à l'endroit des populations afin de maintenir en bon état ce marché une fois les travaux terminés. C'est un bijou que le chef de l'État leur a donné, hein, quitte à eux, dès que ça prendra fin au mois de mars, de bien l'utiliser et de bien conserver ce marché, parce que le marché Soukissa fait c'est parmi les meilleurs marchés de la République, parce que tout est lié. On peut comparer à ce marché les marchés centraux de Dolisie, de Pointe-Noire qu'on a vu à la télé. À notre arrivée, nous étions surpris de la visite des 3 membres du comité du dit marché qui sont venus toucher du doigt la réalité sur l'évolution des travaux. Jeanne, la présidente, est plus que satisfaite de ce travail sorti de terre. Je suis très contente parce que notre marché vient de finir. Il reste seulement un peu de temps. Ça va aller. J'ai vu des boutiques, j'ai vu des tables. Il reste plus grand chose à travailler. Du côté du quartier Mukundingwaka, sur l'avenue Bernard Chimbambelela, dans le 2e arrondissement Bakongo, les travaux de pavage des voiries urbaines s'exécutent normalement. Le quartier se métamorphose au grand bonheur des populations. Le projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires en sigle d'URCAP est financé par la Banque mondiale. Ce projet, rappelons-le, s'articule autour de 3 composantes, parmi lesquelles l'intégration et la restructuration des quartiers précaires de 2 grandes agglomérations du pays, à savoir Brazzaville et Pointe-Noire.
La couverture médiatique de la campagne électorale comptant pour l'élection présidentielle des 17 et 21 mars prochains a fait l'objet d'un échange cette semaine entre le président du Conseil supérieur de la liberté de communication et les responsables des différents médias. Vincent de Paul, Koubimba. Les médias confessionnels ne couvriront pas la campagne de l'élection présidentielle à venir, dixit Philippe Mvo, président du Conseil supérieur de la liberté de communication. Une annonce faite à l'occasion de sa rencontre avec les responsables des médias et les journalistes. Une rencontre tenue à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale de l'élection présidentielle prévue les 17 et 21 mars prochains. Philippe Mvo a saisi cette occasion pour faire revisiter les textes énumérant les obligations professionnelles. Pour lui, pendant cette période, sortir toutes les chaînes à faire preuve d'impartialité et d'ouvrir leurs tranches à toutes les parties prenantes, afin de mieux faire vivre la démocratie. Philippe Mvo, sous les restrictions à observer pendant cette période. Pour mesures strictes à observer, premièrement, les spots, communiqués ou tout élément de campagne des associations et dynamiques dites politiques ne doivent plus être diffusés dans les médias, encore moins dans les journaux. 2. La diffusion des donations diverses en signe de soutien aux candidats est désormais interdite. 3. Le respect des symboles de la République doit être scrupuleusement observé. Au cours de cette rencontre, le secrétaire administratif du Conseil supérieur de la liberté de communication, Météli Kibi, a fait un rappel des quelques textes qui régissent le bon fonctionnement des organes de presse avant, pendant et après les périodes électorales. Un document subdivisé en plusieurs chapitres a été remis aux responsables des médias. Également, mardi dernier, nous sommes allés à la découverte de 2 conservateurs brassavillois de scooters de marque Vespa. Le coup de projecteur porte la signature d'Auguste Bonazebi et Michael Massamba. La Vespa, un scooter dont le premier modèle a été fabriqué en 1946, rappelle bien de souvenirs. Ici, la Vespa P400 et la Vespa NV150, 2 types de scooters d'un autre âge qui ont disparu de la circulation. À Brazzaville, seuls quelques rares passionnés les gardent jalousement comme la prunelle de leurs yeux, ce qui justifie leur survivance malgré les années passées. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre de ces passionnés de Vespa. Ici, M. Jean-Paulin Biyoki, dit Yakoyi, rencontré sur son lieu de travail à Wenze, nous parle des avantages de la Vespa qui l'ont amené à porter son choix sur ce scooter. La Vespa, c'est en quelque sorte une petite voiture. Lorsque vous êtes là, vous avez par exemple, vous connaissez une panne de crevaison, aussitôt vous pouvez remplacer, il y a le pneu qui est souvent ici là, je n'ai pas mis le pneu, mais il y a souvent un pneu qui est là. Donc lorsque vous avez la crevaison, vous n'avez pas vraiment trop de difficultés, vous desserrez le pneu et vous remplacez un autre. C'est ça sa particularité. Et puis, en ce qui concerne aussi le mécanisme, lui n'a pas d'engrenage, ou bien de chaîne ou de pneus d'attaque. Effet première, vous êtes parti. Et pendant que vous roulez, vous pouvez passer en 2e, 3e, jusqu'à la 4e. Liant l'acte à la parole, il démarre son scooter. On peut admirer le bon état de l'engin. Un autre passionné de la Vespa, c'est M. Marcel Bikoumou Diatek, qui a un scooter vieux de 40 ans et qu'il n'est pas prêt à vendre, même au plus offrant. Quand survient la panne, ces 2 vespistes ne se tournent pas vers des mécaniciens, mais plutôt se chargent de réparer eux-mêmes leur scooter. Et les pièces de rechange sont disponibles dans un rare magasin de Brazzaville, où notre équipe de reportage s'est aussi rendue. Grâce à ces pièces de rechange,
Ces scooters ont encore de beaux jours devant eux. Le mot Vespa signifie en italien guêpe. C'est Enrico Piaggio qui donna ce nom en découvrant le prototype de modèle. La Vespa est sans conteste la plus mythique des scooters brevetés. Dans la suite de ce 24/7, au cours de son séjour de travail de 2 jours dans le département du Poul, le haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants s'est rendu à Missafou où il a procédé à la remise des conventions de financement à 75 groupements sélectionnés dans le cadre du PASD, le projet d'appui à la promotion des moyens de subsistance durable. Première autorité a foulé le sol du village Missafou voici près de 4 ans. Comme il l'a fait la veille à Matessama dans la communauté urbaine de Mindouli, Euloge Landry Kolela, haut commissaire à la réinsertion des ex-combattants, a tenu à remettre personnellement les conventions de financement du PASD, projet d'appui à la promotion des moyens de subsistance durable dans le département du Poul aux bénéficiaires. Au total, 75 groupements. Tous les jours, nous insistons là-dessus. Si nous voulons l'assistance des partenaires, il faut cette paix qui rend toutes choses possibles. Et j'ai la foi, avec cette paix retrouvée, le Poul est sur le chemin du développement. Initié par le Haut Commissariat à la réinsertion des ex-combattants, ce projet pilote, don du peuple japonais à travers le fonds japonais, est mis en œuvre par la Banque mondiale. Il permet de contribuer au relèvement communautaire des localités cibles et est complémentaire au programme DDR, dont le démarrage est tant attendu. Profitant de la présence du haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants dans leur localité, autrefois théâtre de la guerre, les populations, par la voix de leur chef de village, ont émis plusieurs doléances, parmi lesquelles le manque de centres de santé, les difficultés d'écoulement des produits vers les centres urbains du fait de la dégradation de la route Ngabari-Mindouli. Les habitants de Missafou sollicitent également que leur soit fournie l'électricité. Seuls 21 clients sont connectés. Le village Missafou est la plus grande localité du PASD. Ces 75 groupements vont donc pouvoir améliorer leur rendement et revenus. Et c'est de cette manière que les populations ont choisi de dire merci à Euloge Landry Kolela. On se croirait dans une église au moment des offrandes. Avant de quitter le département du Poul, Euloge Landry Kolela est allé constater par lui-même le travail déjà réalisé par ces groupements. Mercredi dernier, les membres du Cercle des droits de l'homme et de développement et le mouvement citoyen Ras-le-Bol Congo ont conjointement rendu publique une déclaration dans laquelle ils ont exprimé de vives préoccupations quant à la bonne tenue du scrutin des 17 et 21 mars prochains. On les écoute dans ces propos recueillis par Irma Oko Diou. En prenant la décision de procéder au vote anticipé des agents de la force publique, le gouvernement n'a pas rassuré l'opinion sur plusieurs questions. Comment va être organisé ce scrutin? Est-ce que ce sera dans les casernes ou encore dans les lieux habituels? Ces lieux seront-ils accessibles aux représentants des autres candidats, aux scrutateurs ou aux observateurs indépendants? Quelles seront les précautions prises pour que ces agents de la force publique qui vont voter avant le 21 mars ne soient plus inscrits dans les listes électorales actuelles, pour que ces agents ne soient pas amenés à voter 2 fois? La majorité présidentielle a commencé, en outre, nous avons constaté qu'elle a commencé à organiser une campagne électorale alors qu'elle n'est pas encore officiellement lancée. Le gouvernement a annoncé une décrue des cas de la Covid-19 entre décembre et janvier 2021. Ainsi, il a autorisé aux candidats de réunir autant de militants que nécessaire pendant la campagne électorale. Mais ce gouvernement reste muet quant à la levée du couvre-feu en vigueur. Dans ce contexte, on se pose la question de la marge de manœuvre qui sera accordée aux scrutateurs, aux représentants des candidats, ainsi qu'aux observateurs indépendants pour les opérations de dépouillement
lorsqu'on sait que cela va au-delà de l'heure prévue pour le couvre-feu. Au regard de ce qui précède, le CDHD et ras-le-bol, à l'instar de Tournons la page Congo, ainsi que du message des évêques, publié le 2 février 2021, donc nos deux organisations émettent de sérieuses réserves sur la tenue d'une élection présidentielle libre, crédible et transparente le 21 mars 2021. On a signalé jeudi dernier un accident de circulation survenu à hauteur de l'hôtel Elonda à Kitele. Le bilan officiel fait état de 2 morts et un blessé grave. Retour des faits, Justin Bombaka. C'est au niveau de l'hôtel Elonda sur la montée à Kitele que ce drame s'est produit ce mercredi aux alentours de 15h30. En effet, cette voiture berline Toyota immatriculée 479 MT4, après avoir mal exécuté un dépassement, s'est retrouvée coincée sur cette gigantesque grue de l'usine d'eau de Diri qui se dirigeait vers Brazzaville. Les 3 hommes qui s'y trouvaient ont été bloqués sous cet engin. Plusieurs tentatives de secours des populations se sont avérées vaines. Informés, les services de la sécurité civile, au travers de l'unité polyvalente d'intervention, se sont déployés ici pour une opération de désincarcération. À la tête de cette opération, le capitaine de police, Bolou Richard. 4, c'est celui qui a, voilà, les 4, c'est lui-là. On n'a plus besoin de les 4. Il est coincé, il est coincé. Voilà. C'est après plusieurs efforts qui ont duré 3 heures du temps que les services d'intervention, avec le concours de la population, ont réussi à extirper les survivants, qui par la suite a été remis à l'équipe médicale de la sécurité civile pour des examens sommaires, avant de le conduire au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville pour des soins intenses. Quant aux cadavres, ils ont été déposés à la morgue municipale par les agents des pompes funèbres, arrivés d'ailleurs sur les lieux. Cet autre sujet qui a intéressé notre rédaction cette semaine, la couverture nationale de téléphonie mobile n'est pas toujours fiable et stable dans certaines localités du pays. C'est le cas à Londlakaï où émettre ou recevoir un appel demeure une préoccupation pour les habitants de ce district. Regardez. Un poteau sur la route de Londlakaï. Un poteau. C'est presque dans tous les districts de Londlakaï, nous souffrons. Le réseau est difficile. Ils le savent tous. Trouver un endroit pour lancer un appel est un effort à faire. Comme dans ce village de Sombo. C'est sous ce manguier qu'il faut être pour avoir le réseau. Ce citadin ne l'avait encore pas compris. Pas le réseau. C'est là où on place le gobelet. D'abord, tu as un gobelet. Ah oui, non, là c'est bon. Au moins un point de réseau. Mon cher, position. Ceux qui sont là, juste à côté, attendent un appel et ils ne peuvent bouger autrement. Ils rateraient leur appel. La faute, croient les habitants de Londlakaï, c'est l'antenne placée qui ne répond plus. On avait la facilité de téléphoner quand l'antenne était à bon terme. Même aujourd'hui, l'antenne vraiment est paralysée. Il faut rechercher les réseaux dans une place où il y a un réseau. Or que dans le temps, on avait la facilité, même si tu dors, ton téléphone est en marche. Mais aujourd'hui, là, nous avons carrément des difficultés pour les moyens de liaison. Ici, à Londlakaï, téléphoner est un vrai souci. Puisque nous parlons de téléphonie mobile, rappelons également ce fait. Un ressortissant égyptien résidant à Pointe-Noire accusé de détourner une partie des appels internationaux entrants a été identifié par les services techniques de l'ARPCE. Le présumé auteur des faits qui lui sont reprochés a été mis aux arrêts par les services de la gendarmerie de Pointe-Noire. Les explications de Armel Christian Zinganioko. Cela faisait plus d'un mois que Mohamed Absalam, 38 ans, ressortissant égyptien, se terrait dans son appartement dans un quartier résidentiel de Pointe-Noire. Durant cette période, Mohamed détournait le trafic de téléphonie internationale via un réseau parallèle à travers un portail Internet. Dans son repère, des équipements de télécommunications, SIM-box de plus de 128 SIM, modem, webcam, ordinateurs portables ont été saisis.
Pour venir à bout de ce trafic, la section de recherche de la gendarmerie s'est associée aux ingénieurs et experts de l'Agence de régulation des postes et communications numériques. L'opération de ce matin a été vraiment un succès, parce que car nous avons mis la main sur M. Mahmoud Absalam, sujet égyptien de 38 ans, et tout le matériel qu'il disposait a été saisi. Donc la procédure judiciaire suit son cours normal. Le présumé auteur ainsi que ses éventuels complices seront présentés devant le parquet du procureur de la République. À Pointe-Noire, c'est le tout premier cas que nous venons d'enregistrer. Cette pratique qui consiste à détourner le flux d'appels téléphoniques rentrants est lourde de conséquences pour l'État, les sociétés de téléphonie mobile au vent et au Congo et les consommateurs ou clients. Le manque à gagner, il est énorme. Premièrement, vous savez, l'État collecte la taxe sur le trafic international entrant. Donc ce trafic qui échappe à travers un réseau parallèle et frauduleux fait que l'État est privé de ces taxes-là sur le trafic international entrant. Et deuxièmement, les opérateurs eux-mêmes, au lieu qu'ils reçoivent un revenu qui soit inhérent au trafic international entrant, ça apparaît comme si c'est un revenu local. Au niveau des consommateurs, il y a la qualité de réseau qui est impactée. Plusieurs questions demeurent pendantes, notamment comment M. Mohamed Absalam a fait pour se procurer 128 SIM de deux principaux réseaux locaux. Comment a-t-il fait pour les identifier? Espérons que l'enquête apportera des réponses et que lumière sera faite sur cette affaire. Vendredi dernier, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a procédé à la visite des travaux de construction de l'hôpital général de Kombo pour constater par lui-même le niveau d'avancement des travaux. Giscard Maungou y était pour le compte de DRTV. L'hôpital général de Kombo a ouvert ses entrailles pour recevoir le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État est venu voir par lui-même les travaux réalisés et ce qui reste à faire avant son ouverture effective. À l'intérieur, on découvre un joyeux qui se dessine. Brazzaville et Pointe-Noire vont s'offrir dans les semaines à venir un hôpital général supplémentaire respectif. C'est dans le cadre du projet Santé pour tous que se construit dans chaque chef-lieu de département ses hôpitaux généraux. C'est en cette année 2021 que sera ouvert l'hôpital général de Kombo et le président de la République est passé dans quelques services pour voir et comprendre. À la maternité. Aussi des autres dernière génération si vous avez en termes de travail, vous pouvez la démonter complètement. C'est vraiment un équipement aussi 100% électrique. Il suffisait de suivre l'expression de visage ici pour comprendre leur satisfaction. Dehors, un peu à leur manière, la population de Kombo et des environs se sont massés le long de l'avenue pour des hurrahs d'accueil. Denis Sassou Nguesso était à Kombo. Le peuple congolais est appelé à se prononcer aux urnes pour élire le futur président de la République parmi les 7 candidats retenus par la Cour constitutionnelle. Dans les états-majors de certains candidats, on observe, on va dire, un engouement palpable pour les uns et un comportement attentiste pour les autres. La réflexion est signée Giscard Maungou. Ils sont 7 à vouloir nous diriger pour les 5 ans à venir, chacun avec sa stratégie de campagne, chacun avec ses partenaires. Et Denis Sassou Nguesso, dans ce cadre, fait le plein d'écran. Plusieurs, dans sa famille politique, lui jurent fidélité et la victoire. Mais cette caution vient aussi des partis qui signent officiellement dans les rangs de l'opposition, l'Alliance de l'opposition démocratique et son parti phare, l'URC, ont donné aussi caution pour le candidat de la majorité présidentielle. Et à l'URC, on considère même Denis Sassou Nguesso comme un don de Dieu pour le Congo.
No comment. Dans ces bizarreries politiques, la COPAR, dans sa formule de peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris, avait dit soutenir un candidat de l'opposition qui aura les mêmes approches de vue qu'elle. En tout cas, pas Denis Sassou Nguesso. Pourtant, le PRL, parti membre de la COPAR, a fait un bien vilain pied de nez à ses camarades et va apporter son soutien à Denis Sassou Nguesso. Chacun sait que le combat supérieur en ces temps de paix consiste en la lutte contre la pauvreté. À l'opposition, Guy Brice Parfait Kolela de l'opposition parlementaire ne va pas officiellement compter sur le soutien de l'UPADES. Le parti leader de cette opposition parlementaire a refusé de donner des consignes de vote. À côté de cet embryamini politique, il y a d'autres candidats qui semblent faire jusque-là cavalier seul. Le trop silencieux Mathias Nzon. Le taiseux n'est jusque-là pas visible depuis qu'il a déclaré et déposé sa candidature. Et on attend de voir la suite des choses. On l'annonce déjà pour ce samedi à une conférence de presse. Joseph Kinyumbi Kiambungu n'est pas du reste. Lui qui s'est exercé 4 heures durant le dimanche passé sur 17 heures dimanche. La télévision en ligne de Sir Makosso, Dav Mavoula, dit le candidat de l'audace qui demande même un débat politique entre les 7 candidats. J'invite tous les candidats au débat. Je veux le débat. Est bien présent sur la toile avec son coup de communication politique lors de son appel de financement de sa candidature. Angios Ngonga Ngambe, l'habitué de la présidentielle, fera-t-il encore pâle la figure? Et que nous réserve la surprise Albert Onyangue, le pasteur évangélique? On attend le 21 mars pour le savoir. Tout comme à Brazzaville lundi dernier, des présumés bandits arrêtés par les services de police de Dolisie dans le département du Niari ont été présentés à la presse et à la population de la capitale de l'Or-Vert. Le compte rendu de Vincent de Paul Koubemba et Aurélien Zengi. Dolisie, capitale de l'Or-Vert, en émoi. Et pour cause, la police, la gendarmerie, très remontée pour traquer les bandits qui sèment la terreur. L'échantillon de 25 sur les 55 interpellés a été présenté à la population au commissariat central de Dolisie. Les curieux n'ont eu que leurs yeux pour apprécier. À en croire le colonel Armand Dadé, ces malfrats ne sont pas étrangers dans leur service. Les Cosaques que vous voyez en arrière-plan là, ce sont les jeunes qui ont ému la population de Dolisie il y a cela 2 semaines. Alors, ils ont transformé certaines zones de Dolisie en zones de guérilla urbaine. C'est là la grande désolation de la population parce que les dégâts, autant physiques que matériels, n'ont pas été dénombrés. Ça veut dire qu'ils ont sémé la terreur dans la ville de Dolisie. C'est les jeunes gens pour la plupart qui ont été à l'époque interpellés par nous. Il n'y a aucune phase qui est nouvelle chez nous là-bas. La dernière trouvaille, c'est seulement le fait qu'ils appellent désormais leurs amis de Pointe-Noire, Brazzaville, quand ils sont un peu comme pour chasser là-bas, ça vient ici. Ils opèrent à l'aide d'armes blanches, machettes et cisailles pour couper les cadenas des grands magasins. Pour être efficaces, ils consomment le cannabis et les tramadol. La police et la gendarmerie ne comptent pas baisser la garde. Ils appellent ici Dolisie comme leur exil doré. Ils sèment la désolation de la population de Dolisie. Ça, ce n'est qu'un échantillon qu'on a pris parce qu'ils sont plus de 50 qui sont en train de traquer dans la ville de Dolisie. Nous montons d'un cran. Nous montons d'un cran, nous, effectivement. Parce qu'effectivement, c'est un problème qu'on prend en bras le corps. Les méthodes seront un peu plus dures prochainement. Il y en a qui sont là, récidivistes. Là encore, il y a un problème qu'il faille régler. Comment tout le temps ils sont dehors? Comment? Nous faisons notre premier travail. En ce qui concerne notre fonctionnaire de police judiciaire, nous faisons nos méthodes à qui des droits. Mais tout le temps sorti, tout le temps sorti. C'est des éternels récidivistes. Ils ont été interpellés à plusieurs reprises. Certains proviennent même de Brazzaville, d'autres de Pointe-Noire et bien d'autres départements. Dolisie semble devenir leur terrain, mieux leur lieu de retranchement. Erreur, pense le colonel, car a-t-il dit, les consignes ont été données
au chef de quartier. À la présidente de Dolisie, je dirais qu'elle soit sereine, qu'elle fasse confiance à sa force publique. J'ai dit tantôt, il y a certains quartiers qui s'organisent un peu, dès qu'ils voient des faces un peu étrangères à leur zone, ils appellent tous la force publique, qui veillent, bon gré mal gré, sur la sécurité des biens et des personnes. Bon gré mal gré, je dis bien, elle est debout. Il peut pas arriver un événement que sans pourtant que la police de Dolisie ou bien la gendarmerie ne puisse intervenir. Qu'ils appellent, ils ont un numéro qu'ils appellent. En tout cas, nous sommes là, nous sommes tous en branle bas pour éviter tout ça. Mais au-delà du 117, nous avons un numéro que j'ai affiché à travers les chefs du quartier. Nous avons aussi une cellule de veille relative à l'opération Mobik ici. Nous avons aussi une cellule aussi, tranquillité, qui est faite par la police, de part et d'autre. Donc il y a trop de numéros auxquels ils peuvent nous joindre. Dans le groupe, on retrouve 2 éléments, classe 95 de la force de l'ordre. Ils ont déserté les rangs pour intégrer ces gangs. Une fois de plus politique, le président du RDD, Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, Jean-Jacques Serge Yombi Opango, a signé samedi à Brazzaville un accord de gouvernement avec le président de l'Union des démocrates humanistes, UDH Yuki, de Guy Brice Parfait Kolela, candidat à l'élection présidentielle les 17 et 21 mars prochains. C'était au cours d'une rencontre citoyenne. Suivez. À l'approche de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle du 21 mars prochain, le président de l'Union des démocrates humanistes, UDH Yuki, Guy Brice Parfait Kolela, a tenu à donner à ses militants les orientations nécessaires pour une victoire certaine à ce scrutin. C'est au cours d'un dialogue dit à cœur ouvert avec ses militants, tenu ce samedi à Brazzaville dans une salle du Palais des Congrès pris d'assaut par les militants de ce parti, que Guy Brice Parfait Kolela a donné les raisons de sa candidature, notamment le souci d'apporter le changement à travers le renouveau démocratique, économique, financier et social. Le président de l'UDH Yuki se prononce pour un pays décentralisé en 4 provinces, le littoral, Mbé, Congo central et Équateur, en vue d'un brassage culturel nécessaire au développement. Dans un style très pédagogique, il a indiqué comment sécuriser les résultats du scrutin présidentiel, notamment à travers la vigilance. Rassuré de sa victoire à la présidentielle, Guy Brice Parfait Kolela a dévoilé le programme des actions à mener pendant les 100 premiers jours de sa présidence, axé sur 43 chantiers, entre autres. Vous avez 43 chantiers, vous direz aux populations comme vous dites les gars, vous allez apporter sur le programme. Vous allez regarder, vous allez le dire. Vous n'allez pas inventer, écoutez. Chacun de nous mise en place un gouvernement international. Le gouvernement va s'attacher à renouer avec le Fonds monétaire international à l'application de la mesure de gouvernance économique et financière trouver une solution avec tous les créanciers nus pour eux. Petit pouvoir. Le 1er janvier toujours. Nous devons payer la dette intérieure de l'opérateur économique congolais. Ce dialogue entre les militants de l'UDH Yuki, tenu en présence du président du Rassemblement pour la démocratie et le développement, RDD, M. Jean-Jacques Opango, a donné lieu à la signature d'un accord entre les deux partis politiques pour gouverner ensemble. Comme c'est la coutume, tous les dimanches, retrouvons notre éditorialiste maison William Mouko-Zinik dans la rubrique Les 4 vérités. S'agissant toujours de la jeunesse, c'est le lieu et le moment de stigmatiser cette forme de délinquance juvénile qui sévit, les bébés noirs et les koulounas et autres. Le grand banditisme,
Un phénomène de société, vieux comme le monde, aux mutations aussi variées que perpétuelles, intemporel et résistant à toute thérapie de choc, y compris les plus agressifs qui soient, continue de faire parler de lui et surtout de faire des victimes à travers le monde. Comme une teigne, le grand banditisme a des propriétés de résilience extraordinaires. Il peut se calmer, être apaisé, faire disparaître ses symptômes, mais il ne meurt pas. C'est à croire qu'il est inhérent à la vie humaine au point d'être tenté de dire « tant qu'il y aura la vie, il y aura le grand banditisme ». Dit comme ça, on a l'impression que l'on encourage le mal. Non, il s'agit juste d'un peu de réalisme après observation, car selon les âges, depuis la nuit des temps, toutes les sociétés humaines ont connu le phénomène de société appelé grand banditisme. Il s'agit des actes répréhensibles, des hors-la-loi, qui nuisent à la tranquillité des paisibles citoyens et menacent dangereusement la sécurité de la société. Au Congo, depuis quelques années déjà, le grand banditisme a gagné les plus jeunes, en majorité des mineurs appelés bébés noirs ou Kuluna. Ils fonctionnent en bandes rivales qui se font la guerre en permanence avec dommages collatéraux à la clé quand ils ne s'en prennent pas aux paisibles citoyens. Grands consommateurs de drogue fortes et en rupture de banc ou décrochage scolaire, ils prennent plaisir à distribuer la violence, allant jusqu'à occasionner mort d'hommes gratuitement, si ce n'est pour imposer leur domination. Dans la foulée, ils sont ces bébés noirs ou Kuluna, auteurs de pickpockets, de vols qualifiés, de braquages, de viols, d'assassinats ou autres actes de torture. Leur arme favorite, la machette, qu'ils manient avec dextérité. Allez voir à l'œuvre, on se croira en plein génocide rwandais de 1994. Ils sont tellement terrifiants que personne n'a le courage de les affronter, mais filmer oui. Au service du mal, ils sont considérés comme des rebuts de société, des causes perdues, des enfants irrécupérables. Les parents de ces enfants perdus ou égarés sont débordés. L'État, via les forces de l'ordre, a essayé de sévir, mais chaque fois qu'un groupe est arrêté et mis au cachot, la procédure judiciaire, au nom de la loi qui les protège, vient exiger leur libération du fait de leur minorité en âge. C'est la loi, on n'y peut rien. Le Congo est signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut s'y conformer. Pendant ce temps, le phénomène s'enracine et continue de faire des victimes, chaque jour encore plus nombreuses. La question est, que faut-il faire pour enrayer le phénomène bébé noir ou Kuluna en République du Congo? Le sentiment d'insécurité commence à gagner de plus en plus la population des deux plus grandes villes du Congo principalement, au point où certains commencent à réclamer la légalisation du port d'armes en République du Congo en s'inspirant du modèle américain afin que chacun assure sa sécurité. Si on en arrive là, ce serait un aveu d'impuissance de la part de l'État qui n'a pas encore dit son dernier mot à propos du phénomène bébé noir. Si le Congo peut se targuer d'être en paix et d'une paix chèrement acquise, comme on le dit souvent, après des tumultes sociopolitiques des années et de la fin du XXe siècle, il y a lieu d'alerter l'opinion nationale que l'insécurité grandissante qui gagne des proportions inquiétantes du fait du phénomène bébé noir ou Kuluna peut déstabiliser cette paix si rien n'est fait pour l'arrêter. De toute façon, la vie humaine prime sur toute activité humaine. De même qu'il n'y a pas développement sans la paix, il n'y a pas non plus développement sans la sécurité. Aucun investisseur ne viendra investir dans une ville ou dans un pays en insécurité. Voilà un thème qui ne figure pas souvent dans les débats en période électorale, ni même
dans les projets de société que les différents candidats à l'élection présidentielle présentent aux Congolais. Et si la sécurité à Brazzaville et Pointe-Noire, liée au phénomène bébé noir ou Koulouna, s'invitait comme un des principaux sujets à la présidentielle de mars 2021, à coup sûr, le candidat qui parviendra à garantir la sécurité aux Congolais face au phénomène bébé noir ou Koulouna aura le soutien ou l'adhésion de toute la population congolaise qui n'en peut plus de supporter ces images à répétition de mutilation au quotidien. Qui vivra, verra. Tout est bien qui finit bien. Merci de votre attention. Lâchez vos télécommandes. Je m'en vais tout de suite retrouver Evra Tikasumba pour la revue de presse. Dans cette revue de presse, les journaux parus cette semaine sont largement revenus sur les élections qui pointent à l'horizon en République du Congo. Et comme il est de coutume, on en parle avec Evra Tikasumba qui est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Evra et bienvenue. Bonsoir Chrissy. Merci Evra. On va ouvrir cette revue de presse avec qui nous emmène d'abord aux États-Unis d'Amérique où Joe Biden s'est installé à la Maison-Blanche. En page 7 de sa récente livraison, le journal La Semaine africaine indique que l'investiture du 46e président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, s'est déroulée mercredi 20 janvier 2020. C'est l'aboutissement d'un processus marqué par les tensions suscitées par son prédécesseur Donald Trump qui a jusqu'au bout, renseigne le confrère, contesté sa victoire et que la prise de fonction du nouveau chef de l'État marque le retour aux affaires des démocrates 4 ans après. Élection présidentielle 2021, dont les prémices des projets de société, écrit le journal Vision d'aujourd'hui. Oui, Chrissy, en effet, en page 8 de sa dernière parution, ce journal fait un grand angle sur les potentiels candidats à cette élection. Denis Sassou Nguesso, pour la continuité de son programme en 2021, s'interroge le journal. Toutefois, poursuit Vision d'aujourd'hui, à en croire les observateurs de la vie politique congolaise, cette projection de la vie nationale en 2021 profile dans son réquisitoire l'esquisse d'un programme politique pour les prochaines échéances électorales, une ouverture dans la continuité du projet de société de son précédent mandat consacré à la marche vers le développement. Parlons un peu de Parfait Kolela et ses 4 provinces de l'autogouvernance territoriale. Ce projet qui s'articule pour l'essentiel en 4 grands piliers, à en croire le journal Vision d'aujourd'hui, est le plan que le candidat appliquera une fois élu pour redresser la situation économique et sociale du Congo. Le premier pilier qui sous-tend le projet, nous fait savoir le confrère, est la moralisation de la vie politique. À ce sujet, Guy Brice Parfait Kolela propose quelques pistes de solutions telle la déclaration obligatoire et automatique du patrimoine de toute personne nommée ou élue à toute fonction publique. Le deuxième pilier de ce plan consiste à mettre en place un bouclier social avec une série de mesures que le candidat prendra en faveur des populations congolaises. Le troisième pilier, poursuit le journal, prévoit d'instituer un impôt sur le patrimoine, notamment les riches. Enfin, le quatrième entend apporter les redressements au plan administratif avec l'introduction d'une nouvelle donne centrée sur l'autogouvernance territoriale ou la décentralisation intégrale. Et puis, les ambitions des candidats Mathias Nzon, Dave Mafula et Angio Songanga Angabé poursuit le journal Vision. Oui, Chrissy, en tout cas, dans ces colonnes, ce journal nous dit que Mathias Nzon, 74 ans, qui s'est déclaré candidat pour l'intérêt supérieur de la patrie, promet pouvoir gagner pour changer le pays. L'ancien ministre des Finances de Denis Sassou Nguesso, qui a également promis battre campagne sur l'ensemble du territoire national, s'est targué d'avoir déjà équipe prête à gouverner le pays. De son côté, Euphrène Dave Mafula, candidat déclaré le 7 juillet dernier, se lance dans la course sous la bannière du mouvement citoyen Nouvelle Ère. En effet, à en croire cet hebdomadaire d'information, Nouvelle Ère est une dynamique créée par ce dernier pour militer en faveur du changement. Sur le plan social, Euphrène Dave Mafula
compte entre autres endiguer les maux qui rongent le système de retraite et lutter contre la recrudescence du grand banditisme dans les grandes agglomérations. Enfin, Ongios Ngangia Ngambe, qui compétit pour la 3e fois, brandira aux Congolais son projet du gouvernement baptisé « Le temps est venu, le moment est là pour agir ensemble », qui met en valeur l'implication de tous les acteurs des sphères de la vie nationale, notamment les femmes dans la gestion du pays. Poursuivant cette revue de presse, le journal Polélé jette son dévolu sur la restructuration des instances du parti politique La Chaîne et indique que la coordination de Brazzaville porte son choix sur Kinyumbi Kambungu pour mars 2021. Dans ses colonnes, ce journal nous fait savoir que selon le nouveau bureau, Joseph Kinyumbi Kambungu est celui qui apportera le changement en République du Congo devant la régression économique qu'elle traverse et que leur futur candidat poursuit le confrère à la capacité de relever l'économie congolaise, participer à l'alternance au Congo et restaurer ce que les Congolais ont perdu. Le même journal a publié les propos de Claudine Mounari, présidente du MUST, qui dit ne pas participer à une élection dont les résultats sont déjà connus. Oui, Chrissy, en page 5 de sa dernière livraison, ce journal nous renseigne que ce souhait a été rendu public le 16 janvier 2021, après avoir fait une analyse des procédés utilisés par les autorités pour la préparation du scrutin présidentiel. Le MUST, prenant la nation à témoin, revendique publiquement la demande du report de l'élection présidentielle à venir prévue en mars 2021. Le journal Polélé, comme pour faire complet, a repris les propos de Munari, disant, je cite, « Nous rappelons qu'une révision spéciale des listes électorales n'est pas et ne peut tenir lieu de recensement général de la population. » Fin de citation, Chrissy. Merci Raj Kasumba pour toutes ces précisions et c'est la fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis, merci de nous rester fidèles. À la prochaine édition.